Donc je vous propose qu'on accueille sans tarder Guillaume Depoche, qui est le co-directeur général de RTL Group et qui nous a fait l'amitié de venir d'Allemagne ce matin à notre rencontre. Merci Fabrice. Philippe. Philippe, je viens effectivement d'Allemagne, mais je vais vous parler en français, ce sera plus simple pour tout le monde. Et donc, on m'a demandé de vous parler de notre perspective pan-européenne, puisque notre groupe est un groupe pan-européen sur le futur de la télévision. Alors, je dirais que le mot pan-européen tombe bien, parce que vous avez vu hier que Disney était en négociation avec Fox pour faire un rachat massif aux États-Unis. Et donc, je pense que la dimension non plus nationale, mais pan-européenne, voire mondiale, des groupes de médias traditionnels est absolument fondamentale pour la survie et le développement du secteur. Alors, parlant d'RTL Group, je ne vais pas vous faire le marketing du groupe, mais je voulais très rapidement vous donner la manière dont le groupe est organisé, parce qu'on va parler de stratégie et de stratégie du groupe RTL. Donc, c'est important que vous connaissiez les actifs du groupe. Le premier est un actif dit traditionnel. Nous sommes le premier groupe de télévision et de radiodiffusion européen. On opère 56 chaînes de télé à travers différents pays, que ce soit l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hollande, la Suisse, l'Autriche, la Croatie, la Hongrie, etc. Et donc c'est un métier traditionnel qu'on fait depuis 1924, d'abord à partir du Luxembourg, et puis avec la localisation qu'on a pu mener avec la libéralisation des médias dans les différents pays européens. Deuxième segment du groupe qui est moins connu, ce sont nos activités de production. Alors comme vous le savez, chacune de nos chaînes, que ce soit M6 en France avec Studio 89 ou d'autres, produisent pour leurs propres antennes. Mais nous avons également dans notre portefeuille une société qui s'appelle Fremantle, qui est ce qu'on appelle un super indie. Donc vous avez les grands studios américains, Disney, Fox, Warner, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle les super indépendants, dans lesquels vous avez Endemol Shine, Fremantle, All3 Media, ITV Studio, etc., qui sont des gros producteurs de programmes. Dans ces programmes, vous avez Idol, Got Talent, L'amour est dans le pré en France et d'autres types de programmes. Il faut savoir que Fremantle produit 12 000 heures de programmes par an. Ça fait environ, si vous comptez simple, plus de 4 heures de programmes par jour, ouvrables. Et donc, Fremantle est un des moteurs du groupe en termes de contenu. On y reviendra dans quelques minutes. Alors, il y a un troisième pilier du groupe qui n'existait pas il y a 5 ans et que ma collègue et moi-même avons développé, qui est le secteur du numérique, du digital, du linéaire. On peut y accoler différents noms. C'est tout ce qui vous permet, en tant que consommateur, d'accéder à des programmes de télévision ou de la vidéo sous forme non linéaire, donc sous forme de non-programmes. Et donc, nous sommes devenus, à la fois par développement organique, mais également par acquisition, essentiellement aux États-Unis, je vais également y revenir, un leader mondial en agrégation de chaînes YouTube. Alors on a différentes marques que vous ne connaissez pas, qui sont simplement des agrégateurs qui sont derrière YouTube et qui fédèrent toute une série de YouTube stars. Vous avez Broadband TV qui est basé au Canada, qui est le numéro 1 maintenant. Style Hall, qui est en fait un vertical basé sur tout ce qui est fashion, santé, beauté. Et alors en France, en Allemagne et en Europe, on a Divimove, qui est le premier YouTuber européen. Et enfin, je dirais que c'est un dernier pilier du groupe qu'on a développé il y a 2 ans, c'est tout ce qu'on appelle dans le jargon le programmatique online, la téléprogrammatique. C'est ce que j'appelle le Nasdaq ou le CAC 40 de la vente de la vidéo en ligne. Là où en télévision traditionnelle, vous avez une relation entre d'une part des régies et les grands annonceurs ou les grandes centrales dans lesquelles la relation se fait essentiellement gérée de manière humaine, mais vous avez maintenant des plateformes qui sont totalement automatisées, un peu comme le CAC 40, dans lequel l'offre et la demande de vidéo en ligne se rencontrent, avec des transactions qui se font à la milliseconde. Donc quand vous ouvrez votre écran d'ordinateur, votre tablette, et que vous voyez une pub apparaître, mais en pratique, cette pub
a fait l'objet d'une auction, donc d'une vente en ligne, avec la rencontre de l'offre et la demande. Là également, on a fait un investissement aux États-Unis, dans Spodex, qui est en pratique le 3e opérateur de ce type de programme, simplement parce qu'on estime que le futur de la télévision, dans une génération, fait que la monétisation des spots, également sur les téléviseurs, se fera en partie par de la vente directe par auction. Voilà, chiffre d'affaires du groupe 6 milliards, EBITDA 1,4 milliard, donc voilà le groupe brossé en quelques minutes. Alors, vision pan-européenne. Moi, je pense que la vision doit être plus que pan-européenne, elle doit devenir globale. C'est, je pense, le thème majeur de votre journée. Elle doit devenir globale simplement parce que les effets d'échelle dans le nouveau mode de consommation de la vidéo sont absolument colossaux. Que ce soit au niveau des achats de programmes, au niveau des talents, au niveau des facteurs de monétisation. Il faut que les groupes médias, européens en particulier, s'équipent pour devenir des acteurs plus que européens. Et donc ici, je vous ai pris à titre d'exemple le nombre d'employés qu'on a dans le groupe. Vous voyez qu'on a encore essentiellement un poids qui est un poids européen, mais on a maintenant près de 1000 personnes qui travaillent aux États-Unis dans différents secteurs, qui sont tous centrés sur la vidéo, simplement parce que les États-Unis offrent un marché qui est un marché de 300 millions de ménages, qui est un marché dans lequel les effets d'échelle sont colossaux et qui nous permettent beaucoup plus rapidement d'amortir nos coûts de programme. C'est d'ailleurs sans surprise que tous les GAFA ou GAFAN sont issus du marché américain, simplement parce que le marché américain vous permet directement d'amortir des coûts, que ce soit des coûts de programme ou des coûts techniques, de manière beaucoup plus rapide. C'est d'ailleurs un des problèmes de l'Europe, c'est que nous n'avons pas été capables, en tant qu'industrie européenne, de développer l'équivalent des GAFAN. Ils sont tous en San Francisco, ils sont tous sur la côte ouest. L'Europe n'a pas réussi à en créer. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des challenges à terme de l'industrie européenne. On est également présent en Asie-Pacifique, qui est un marché extraordinairement complexe. Il est très fragmenté, très différent, très multiculturel, mais on a également des activités à Singapour, en Australie, en Chine, où on essaie de développer notre business. Alors, pour un peu vous camper le décor, je dirais qu'on va reprendre un schéma traditionnel simple qui est l'offre et la demande. Ça permet toujours de bien cadrer le débat. Si on regarde l'offre, je dirais que l'offre de chaîne, ce n'est pas un scoop pour vous, elle a explosé depuis 10 ans ou depuis 15 ans. C'est Internet qui a fait exploser les frontières Schengen traditionnelles dans lesquelles on opérait. Et donc maintenant, on a affaire à des concurrents qui ne sont plus des concurrents nationaux ou européens. On a affaire à des concurrents qui sont globaux et qui ne raisonnent plus du tout en termes de territoire ou de pays ou de langue. Et donc là également, il faut qu'on s'équipe pour pouvoir se globaliser, pour faire, je dirais, pour trouver notre voie dans cette multiplication du nombre de chaînes, qu'elles soient d'ailleurs linéaires ou non linéaires. Ce phénomène va s'accentuer. Ce que vous avez ici en nombre de chaînes ou de vidéos, s'il fallait refaire le même schéma dans 5 ou 10 ans, ce serait sans doute multiplié par 5 et par 10, simplement parce que l'offre est infinie. Quiconque maintenant, que ce soit vous, vos enfants, vos parents, peuvent mettre de la vidéo en ligne. Et donc, avec l'explosion des moyens de diffusion, l'explosion de la vidéo continuera à s'affirmer. Ce qui d'ailleurs va poser un problème de base aux opérateurs, parce que dans cet univers de vidéo infinie, il faut avoir une part de marché qui soit suffisante de façon à pouvoir monétiser son offre. On reviendra dans quelques minutes sur Google et Facebook qui sont les champions de cette monétisation parce qu'ils ont cet effet d'échelle. Alors, cet effet d'offre a évidemment entraîné un autre phénomène qui est, j'en parlais il y a quelques minutes, l'explosion des différents acteurs. Et je dirais qu'il n'y a pas un gros acteur américain qui soit issu de la technologie, qui ne s'intéresse pas à la vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à la vidéo? Simplement parce que la vidéo, c'est en quelque sorte la forme ultime de communication. Il y a certes la radio, il y a certes l'écrit, mais la vidéo, évidemment, vous permet, pour l'instant en 2D, demain en 3D ou en 4K, vous permet évidemment de répliquer en quelque sorte la communication humaine. Et c'est ce qui a amené les Netflix, Facebook, Amazon, Twitter ou YouTube à essayer de se développer dans ce type de secteur. Et évidemment, essayant de se développer dans ce type de secteur, ils ont un intérêt direct, c'est d'essayer d'avoir accès au marché télé, dont vous verrez dans quelques minutes, qui représente encore, je dirais, la grosse part de gâteau dans l'ensemble de l'audiovisuel. Alors pour terminer sur la demande, je vous avais parlé de l'offre.
Là, je vous ai pris, je dirais, les statistiques de consommation nord-américaines. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris l'Amérique comme exemple? Simplement parce que les États-Unis ont toujours 5 à 10 ans d'avance sur l'Europe en termes de consommation. Vous voyez qu'en pratique, ils consomment maintenant 10 heures de vidéos. Ce sont les chiffres Nielsen. 10 heures de vidéos par an, par jour, ce qui est évidemment absolument considérable, avec, je dirais, une dynamique très différente de support à support. Vous voyez que la télé, elle, est en toute légère décroissance au niveau de la consommation. Par contre, la télé connectée, au fur et à mesure de l'équipement et du développement du parc, continue à se développer de manière significative. Et vous voyez l'explosion des moyens mobiles de communication, que ce soit le portable, la tablette ou le PC. Donc on doit se mouvoir dans cette dynamique. Évidemment, la conséquence de cette fragmentation des utilisations, c'est que nous considérons que les groupes audiovisuels doivent se positionner pas uniquement sur la télévision, qui est le vecteur classique, disons, de diffusion, mais bien sur l'ensemble de ces supports. Et ça induit évidemment une approche fondamentalement différente du type de vidéo qu'on produit. Il est clair que produire une série ou produire un film ou produire un clip de 2 minutes n'ont pas du tout les mêmes conséquences, notamment en termes de coûts. Typiquement, si vous prenez une série, si je prends ici l'exemple de la France, une série, vous la produisez pour 600 000 à 1 million d'euros par heure. Lorsque vous faites un clip sur YouTube, nous, on a une société à Mumbai qui vous fait du clip animé. Je voyais l'animation ici, elle vous le sort à $300 la minute. Donc on n'est pas du tout dans la même équation économique, mais il faudra qu'on s'équipe pour pouvoir produire mieux et moins cher. Alors parlant des contenus, mais là également le spectre des contenus s'est complètement allongé, puisque d'une part vous avez, je dirais, les formats traditionnels qu'on appelle dans notre jargon le long form ou les formats longs, que ce soit les 30 minutes ou les 60 minutes. Et là, je vous ai donné quelques exemples de production, disons, made in RTL. La dernière en date étant celle que vous voyez sur la droite de ce schéma, qui s'appelle American Gods, qui est un schéma intéressant, puisqu'au fond, là, on a fait un deal aux États-Unis avec une chaîne payante qui s'appelle Starz, qui nous a financé environ 60% de la production. Et en pratique, nous avons pris un risque de production de l'ordre de 30 à 40%, que nous avons refinancé avec un deal qu'on a fait avec Amazon. Alors Amazon nous a acheté en pratique notre série, non pas pour un ou plusieurs territoires, mais de manière mondiale, sur une série en tout cas sur une durée d'exclusivité qui est donnée, et en payant des prix qui sont plus que confortables. Donc on a vraiment, là, en tant que producteur, je dirais, accès à des nouveaux acheteurs qui sont évidemment beaucoup plus forts dans la commercialisation de leurs droits. Donc là, on est d'un côté du spectre. De l'autre côté du spectre, on est dans ce qu'on appelle le short form. Alors au début, on en riait du short form. C'était un peu le surfeur ou le jeune qui faisait un peu de comédie en face de YouTube. Mais on s'aperçoit que, j'ai pris là 3 exemples qui font partie du groupe. Cameron Dallas, 5 millions d'abonnés. Zoella, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler, c'est une des fashionistas anglaises, 12 millions d'abonnés. Et alors le troisième, vous le connaissez encore moins, Fernand Flo, il est brésilien. Ce petit jeune a plus de 20 millions d'abonnés. Donc lui, c'est son business. Je veux dire, il ne travaille plus, il n'est plus à l'UNIF. Il est tous les jours devant sa caméra YouTube et il fait de l'animation autour de tout ce qui est jeux vidéo. Ça, c'est la nouvelle télévision. Donc on est sorti du carcan traditionnel de la notion de programme télévisé tel qu'on le fait. Et maintenant, nous estimons qu'en tant que groupe, il faut opérer à travers l'ensemble de ce spectre de vidéos. Alors je reviens maintenant un peu à nos métiers de base. Je vois dans l'assistance plusieurs d'entre vous qui viennent du secteur de la télévision. Nous sommes persuadés dans le groupe que la télévision linéaire traditionnelle restera un élément fondamental à la fois de la rentabilité des groupes médias traditionnels, mais également de la consommation. Pour 3 raisons très simples. La première, c'est que quand vous regardez YouTube, vous n'avez pas de gros programmes live. Or, la télévision vous permet encore, par son mode de financement et par son attractivité pour les grands organisateurs de programmes sportifs, vous permet d'avoir encore cet élément de live, qui est également lié à le fait de pouvoir toucher beaucoup de monde en peu de temps. Si vous prenez un gros programme en France, on était sympathique, on n'est pas sectaire, on a pris Secret d'Élise.
TF1 font 8 millions ou 10 millions de téléspectateurs. Il est très difficile, quand vous êtes un annonceur, si vous voulez répliquer une campagne qui touche 10 millions de personnes en déant un temps précis avec un facteur répétition de 3, 5 ou 8, ou peu importe, de pouvoir répliquer ce schéma en ligne, simplement parce que le monde en ligne est beaucoup trop fragmenté, atomisé. Et donc je pense que ça restera un des points forts de la télévision linéaire, c'est de pouvoir fédérer un grand nombre de personnes dans le cadre d'un événementiel, que ce soit un événementiel sportif ou autre. Deuxième avantage clé de la télévision linéaire, c'est le gratuit. Je dirais que, comme disent les Anglais, nothing beats free, donc rien ne bat le gratuit. On sait toujours que lorsque un objet ou un produit est gratuit, il y aura toujours une consommation forte pour ce produit. Et donc la télévision gratuite aura toujours une base de consommateurs qui ne souhaiteront pas payer 2 euros, 10 euros pour un Netflix ou 30, 40 euros pour un Canal+, pour pouvoir voir du programme. Je pense que c'est un atout absolument essentiel sur lequel on doit continuer à travailler. Et alors le troisième, c'est sans doute le plus important, c'est, je dirais, la dimension locale. Il est clair que les groupes européens ne pourront jamais répliquer du Narcos ou du Walking Dead, qui sont des grosses séries américaines mondiales. À l'inverse, nos atouts, c'est la proximité, c'est Secret d'Élite, c'est L'amour est dans le pré. Ce sont tout type de programmes qui sont proches culturellement et d'un point de vue langue également de nos consommateurs. Et ça, je dirais que c'est un de nos avantages clés sur lesquels nous devons continuer à capitaliser. Alors, je vous disais que tous les GAFA sont extrêmement désireux de venir sur notre marché pour nous piquer notre business, pour le dire de manière un peu colloquial. Pour une raison très simple, c'est que si vous regardez les différentes tailles de marché, vous voyez que la télé prend encore évidemment la part du lion dans l'ensemble des recettes, puisqu'elles font près de 200 milliards de dollars au niveau mondial. Vous voyez que le numérique, lui, croît, mais est encore plus petit que le secteur télévisuel. Et puis si vous regardez les autres secteurs, eux sont en numéro 3, 4, 5 dans cette échelle. Et donc très clairement, quand vous revenez à la stratégie des GAFA, ils sont tous extrêmement désireux d'essayer de venir sur la télévision, d'où les Chromecast, d'où Facebook qui essaie de développer ses outils vidéo. Et donc c'est cette part de gâteau qu'on va s'attaquer ou s'attacher à préserver. Alors je reviens maintenant un peu à la stratégie du groupe, après vous avoir campé le décor. Et avant de vous parler de la stratégie, je voulais un peu vous donner quelques mots-clés qui sont les mots-clés qui nous animent tous les jours dans le groupe. Ces mots-clés, c'est le consommateur. Je pense que les groupes de télévision ont toujours été très centrés sur le consommateur, avec les audiences qui tombent à 9 heures. En Allemagne, c'est 8 heures, ils sont plus rapides. On a toujours été très, très accroché à notre consommateur. Il faudra qu'on connaisse plus sur notre consommateur. Le targeting, son profiling, qu'est-ce qu'il regarde par ailleurs sur d'autres supports. La pub restera est un moteur du groupe et continuera à l'être pour de nombreuses années. La production, il faut absolument qu'on se développe dans tout ce qui est production, long form, short form, les multi-écrans. Et alors là, on part maintenant dans la technique, c'est l'automatisation, l'accès aux données, d'où toutes les discussions qui ont lieu entre M6 et les opérateurs, ou TF1 et les opérateurs câbles ou autres, sur l'accès aux données et leur co-exploitation à la fois par ces opérateurs et par nous-mêmes, la personnalisation des données, et enfin la dimension globale, locale, qui continuera à jouer un rôle essentiel dans le groupe. Alors, comment est-ce que nous évoluons, nous, au niveau d'RTL Group dans ce contexte? Mais tout d'abord, il faut savoir qu'on est des grands partisans de la diversification. On ne pense pas qu'un modèle unique d'exploitation média soit suffisant. Il faut travailler à la fois sur les recettes pub, mais également sur la production de contenu, sur la radio, qui reste un très beau modèle de proximité, sur le digital, dont je vous avais dit déjà quelques mots, et puis sur toute une série d'autres activités qui, elles, sont vraiment liées aux différentes exploitations pays par pays. Là, on n'a pas de paradigme unique au niveau de nos recettes de diversification. Passe pas. Voilà, avec une progression de chiffre d'affaires au niveau du groupe qui est relativement, on y revient, qui est relativement importante, puisque en fait il y a 5 ans on faisait de l'ordre de 300 millions d'euros
de chiffre d'affaires dans le digital. En 2016, on est à près de 700 millions. L'objectif du groupe, c'est de croître à marche forcée et d'atteindre, je dirais, dans les 3 à 5 ans, le milliard, voire plus, au niveau du numérique. Pourquoi? Simplement parce que là où nos consommateurs futurs sont, c'est-à-dire sur le non linéaire, il faut que le groupe les accompagne de la même manière qu'on est passé de la radio à la télé, de la télé analogique à la télé numérique. Eh bien, aujourd'hui, c'est Internet. Donc, il faut qu'on soit sur ces multiples supports. Alors, on continue. On ne veut pas. Pour typifier notre stratégie, toujours dans notre réflexion stratégique, on s'est dit, au fond, notre métier de base, c'est la TV. Il faut qu'on sorte de ce schéma de télé pour sortir dans un schéma qu'on appelle, nous, dans le jargon, toujours la total video. Et la total video couvre 3 choses. Couvre d'une part la diffusion, donc être multi-support, multi-contenu, long form, short form. Les contenus, seulement parce qu'on estime que les contenus, le jour où les plateformes GAFA ont un tel poids, il faudra qu'on puisse nous-mêmes les exploiter sur ces types de plateformes. Donc il faut diversifier nos sources de revenus. Et enfin, sur le digital, il faut que nous-mêmes, nous soyons exploitants de ces nouveaux supports. Ce qui nous a conduit à investir, je dirais, dans 3 grands segments et par des politiques ou des stratégies différentes. Il y a d'une part ce qu'on appelle les plateformes vidéo, d'autre part les contenus numériques, et troisième chose, tout ce qui est, je dirais, support technique, tech et données, et avec 3 types d'investissements qui sont d'une part des investissements en JV, des investissements par achat pur d'actifs, ou alors des investissements qui sont purement organiques. Alors, je vais démarrer par l'organique. Dans l'organique, il y a M6 Play en France, il y a TV Now en Allemagne, il y a Golden Moustache en France, il y avait Smart System en France. Ce que vous voyez ici comme exemple français, on l'a répliqué en pratique dans chacun des pays. En achat d'actifs, là, on investit plusieurs centaines de millions d'euros dans toutes ces nouvelles plateformes, que ce soit Videoland, par exemple, en Hollande, qui est une plateforme de SVOD qui concurrence Netflix sur le marché local avec du produit local. Comme je l'avais dit, on a investi dans le short form aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'on a investi là? Parce que de nouveau, il y a un effet d'échelle. Et on a investi sur YouTube, parce que YouTube, en vidéo, fait 60-70% de la diffusion et de la consommation. Donc on s'est dit, surfons sur la vague YouTube de façon à pouvoir profiter de cet effet de multiplication des contenus. Et alors, troisième exemple, donc dans tout ce qui est programmatique, on a investi là, toujours aux États-Unis, simplement parce que nous n'avions pas les compétences internes pour pouvoir développer ce type de choses. On n'avait pas 250 ingénieurs travaillant sur un sujet précis de programmatique. Et alors, on a également travaillé en JV, on continue à le faire, simplement parce que parfois, il est difficile de créer soit de l'organique, soit de racheter des sociétés. Et on l'a fait là également en France. On a fait par exemple avec Vice une joint venture qui s'appelle Munchies, qui est basée sur tout ce qui est l'alimentaire. Là, on a fait dans le cadre d'une 50-50 ou 70-30. Et alors, on a repris un exemple en France avec Gravity, qui lui est une alliance au niveau des données. Donc il faudra toujours opérer avec cette combinatoire d'actions stratégiques pour arriver. Autre axe qui est évidemment la production, là on vous a pris une production, vous reconnaîtrez peut-être Jude Law en pape, grosse production qu'on a développée en Italie, qu'on a fait financer par HBO et Sky et qu'on a ensuite exporté aux États-Unis. Donc on s'aperçoit qu'au niveau des contenus, on ne peut plus raisonner uniquement sur des marchés locaux pour des grosses productions. Là, on est dans la production par unitaire qui sont de l'ordre de 3-4 millions de dollars. C'est irrefinançable sur un pays, que ce soit même un gros pays, la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc vous êtes obligé de travailler sur d'autres schémas de financement. Et ça, c'est également une dimension nouvelle, clé des groupes audiovisuels. On pense aussi qu'il faut continuer à travailler sur le local, donc plus incontournable au niveau local. Il faut qu'on soit une alternative aux plateformes de type Netflix. Et donc ça, on le fait avec des programmes qui sont soit très fédérateurs en télélinéaire ou autres, ou alors extrêmement niche, et dans lequel nous nous assurons que nous n'avons pas de concurrence immédiate de la part des opérateurs type Netflix. Il faut qu'on soit plus premium, donc il faudra que les groupes audiovisuels, c'est un peu le paradoxe, continuent à investir dans des productions qui coûtent de plus en plus cher, ce qui pose leur question de leur refinancement, et il faut aussi qu'on soit de plus en plus média social. C'est quelque chose qui n'était pas ancré dans l'ADN des groupes traditionnels, mais donc la dimension sociale, qu'elle soit sur Facebook, sur Instagram,
sur Twitter, joue maintenant un rôle fondamental dans notre exploitation et réflexion programme. Il faut aussi qu'on soit meilleur dans la manière dont nous vendons notre pub. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous ont vu Mad Men, hein, qui est Madison Avenue, qui était un peu l'avenue emblématique de New York, où se faisaient tous les gros deals entre CBS, ABC ou autres, avec les grosses agences. Eh bien, il faut qu'on continue, continue à être excellent dans cette relation avec les annonceurs et les agences, mais il faut qu'on soit meilleur dans toute la partie exploitation des données, ce qu'on appelait, nous, dans le jargon, mass men. Il faut qu'on gère mieux nos données et qu'on parvienne à les valoriser et les vendre. Et enfin, l'aspect local, j'insisterai toujours, est absolument fondamental dans notre marché. On prend toujours Scène de ménage, qui est un très bel exemple. C'était en pratiquant un programme espagnol que le groupe, par M6, a donc importé en France avec énormément de succès. On a essayé en Allemagne, ça n'a pas marché, mais ça, je sais que c'est la vie des formats et des idées. Mais la globalité fait qu'il faut qu'on joue sur tout ce qui est donné et sur les talents. Je dirais que c'est un des gros challenges du groupe, c'est d'assurer que les talents, que ce soit nos propres collaborateurs, soient beaucoup plus mobiles au sein de leurs entités nationales, mais également de manière internationale. Il faut qu'on s'exporte, il faut qu'on exporte plus de jeunes d'un pays à l'autre, et donc on essaie, par une politique, je dirais, de rotation interne, de permettre à nos jeunes d'expérimenter différents marchés et différentes idées. Donc cette globalité fera le succès de nos groupes face aux GAFA. Voilà, ceci vous résume en un peu plus de temps qui m'était alloué, à la fois la manière dont nous voyons le marché et puis la stratégie du groupe. Et je vous remercie. Je pense qu'on passe aux questions. Une question simplement, puisque comme vous dites, le temps nous court un peu après le temps. Mais sur l'absence d'un GAFA européen, vous en avez fait le constat, vous avez dit qu'il en faudrait un. Quel groupe pourrait postuler aujourd'hui à être ce GAFA européen, sachant qu'ils ont pour particularité souvent de marier des contenus et de la tech, et qu'aujourd'hui, dans le paysage autour de nous, on n'en voit pas. Oui. Personnellement, je pense que la réponse, en tout cas, que nous apportons au niveau de notre groupe, c'est d'avoir une approche multilocale, mais avec certains, je dirais, éléments qui sont des éléments fédérateurs entre ces différentes entités locales. Je pense qu'on ne parviendra pas à répliquer un Netflix au niveau européen. On aurait dû le faire il y a 10 ans ou il y a 5 ans et pas maintenant. Et donc, l'approche qu'on a prise, nous, c'est de travailler marché par marché. M6 avec sa plateforme M6 Play. En Allemagne, on a la plateforme TV Now. En Hollande, on a une plateforme. Et on essaie d'avoir une approche technologique commune entre ces différentes plateformes au niveau de l'exploitation des données et également au niveau du CDN, donc de la diffusion proprement dite. Ça, c'est notre réponse, avec un axe au programme qui est très clairement un axe de la localisation de nos contenus, parce qu'on ne va pas aller produire, comme Netflix, 50 nouvelles séries américaines par an. Il faut savoir que Netflix a un budget d'acquisition de programmes de l'ordre de 4 à 5 milliards. Donc c'est quelque chose qui est non concurrençable. Donc il faut qu'on joue sur le local et puis sur les programmes de niche, qui seront des programmes qui ne sont pour l'instant pas développés ou exploités par ce type de plateforme. Aller vers le client aussi, puisque en fait le propre de Netflix, que vous avez beaucoup cité, c'est d'être un acteur de la télévision payante, enfin de la nouvelle télévision payante. Aujourd'hui, RTL Group est plutôt ancré dans le gratuit, vous avez cité comme étant un de vos atouts. Est-ce que demain, être le Netflix européen, ça voudrait dire vous développer dans le payant? On pense au modèle hybride, c'est-à-dire qu'on est persuadé, pour les raisons que je vous avais données au niveau de l'attrait du linéaire, que la pub va être un vecteur essentiel de développement, simplement parce que vous-même, vous êtes consommateur sur Internet, vous n'êtes pas prêt toujours à payer 1, 2, 3, 5, 10 euros pour l'acquisition ou pour la consommation de tel type de programme. On pense qu'il faut des modèles hybrides, dans lesquels le socle de base soit un modèle de télé gratuite, mais avec des suppléments payants. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aux Pays-Bas, où là, si vous voulez, on a une plateforme de catch-up ou de replay qui est non linéaire mais gratuite, avec un supplément payant moyennant 5, 6, 7 euros par mois par abonné. Donc on jouera toujours sur cette combinaison gratuit-payant. Le modèle CBS Access, c'est un excellent exemple, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, par exemple, aux Pays-Bas. Et en France, des projets?
Alors, Nicolas et ses équipes travaillent également sur des projets de ce type. Ils ont d'abord, et à juste titre, développé de manière agressive la plateforme Sysplay, qui maintenant fait 16 millions d'abonnés logged in. Il faut savoir d'ailleurs qu'en Europe, quand je regarde l'ensemble du groupe, ils sont largement en avance au niveau du login par rapport à l'ensemble des autres entités. Je pense qu'à terme, il y a une offre hybride qui sera construite par M6. Avec une logique de tarification et de pricing. Mais là, Bernard Marchand, qui dirige Rossel, vous parlera disons du pricing et de ceci. Je pense qu'il faut impérativement les deux pour assurer le futur du groupe. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit et en plus de faire la transition vers l'intervenant suivant. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.